Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, hein. Est-ce que on peut contourner Mika, légalement bien sûr, hein, avec une identité Palo ID, hein, tu sais, Palo ID, c'est le truc qui te permet d'acheter une carte d'identité à distance, hein, dans les îles, je sais pas où se trouvent ces îles-là en vrai, hein. Et voilà, ça te permet donc de faire des KYC pour le coup, hein, donc c'est une vraie carte d'identité. Alors on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va aussi parler du fait que Mika entrave nos libertés. Et puis voilà, on va parler de toutes sortes de trucs quoi. Voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Le minage, les gars, c'est la liberté, hein. Pouvoir miner, hein, c'est pouvoir minter ses propres coins et pouvoir les échanger sur des exchanges qui sont pas du tout régulés, hein. Pour le coup, il n'y a aucun des exchanges qu'on utilise en vrai qui sont régulés, hein. Et bon, bah, ma foi, tu verras qu'on va en parler dans cette vidéo. Enfin, je vais pas te spoil tout, on va en parler dans cette vidéo. Et puis, je te rappelle que je suis pas conseiller financier. Donc, tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va pouvoir commencer, hein. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui, je pense, pourrait intéresser beaucoup de monde, hein. C'est est-ce qu'on peut contourner légalement la réglementation MiCA avec une identité Palo ID? Non, parce que depuis qu'en gros, Binance, donc c'est quand même le plus gros exchange mondial, hein, se retrouve bloqué en Europe, il y a beaucoup de gens, en vrai, qui cherchent des solutions. Et bah forcément, on va revenir des idées, hein, c'est-à-dire, par exemple, prendre une Palo ID, hein, donc c'est une résidence numérique, en gros, c'est une identité alternative, hein. Et donc, on pourrait se dire, hein, bah, je vais faire mon KYC avec ce truc-là, et donc je vais récupérer l'accès aux échanges, tout ce qui est exchange internationaux, hein. Alors, c'est vrai que sur le papier, ça fait rêver, hein, parce que tu paies une résidence numérique, du coup, à Palo, et donc tu reçois une carte d'identité physique, hein. Donc, tu as une identité qui est reconnue, du coup, par certains services, et en gros, bah, tu vas te dire, bah, c'est bon. Je suis plus juste un Européen qui a été enfermé dans les lois MiCA, hein. Je peux utiliser cette carte d'identité pour m'extraire de la prison où on nous enferme. Sauf que en réalité, les gars, ça marche pas comme ça. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va parler de Palo ID, on va parler de RNS ID, de MiCA, de Binance, de la perte de liberté financière en Europe. Et à la fin, je vais vous donner peut-être des solutions qui restent pour Bitcoin, notamment les solutions qui existent qui sont sans KYC. Donc tu vas voir que la conclusion, elle est assez simple, hein. C'est pas parce que on vous vend une identité exotique, hein, que tu échappes à ta résidence réelle. En gros, Palo ID, c'est quoi? Un Palo ID via RNS.ID, c'est une sorte de résidence numérique qui est proposée autour de la République de Palo. Et donc l'idée, c'est de donner à des personnes qui ne vivent pas à Palo une identité numérique qui est parfois associée à une carte d'identité physique. Donc il y a un vrai intérêt, hein, c'est pas juste un PDF bricolé que tu achètes sur Internet, hein. C'est une vraie carte d'identité, il y a un vrai programme derrière. Et donc RNS met en avant des usages type vérification d'identité, donc KYC, Web3, tout ce qui est services internationaux, etc. À noter qu'ils ne fournissent pas de passeport, hein, de ce que j'ai pu comprendre. Et donc, certaines plateformes, du coup, pourraient l'accepter comme pièce d'identité. Le problème aujourd'hui, t'es pas sans le savoir, hein, quand même, hein, c'est qu'un KYC moderne, ça vérifie pas que ton visage et ta carte d'identité, ça vérifie ta résidence. Et c'est là où le bas blesse, quoi. C'est là où il y a un problème, hein, parce que si tu es français, du coup, tu as une résidence fiscale française, avec une adresse française, une adresse IP aussi française, un numéro de téléphone français, un compte bancaire français. Et donc, si tu essayes de dire à Binance, par exemple, bah non, non, moi, regarde, ma carte d'identité, c'est Palo, hein, donc moi, je suis à Palo, hein, bah ça va pas fonctionner, en gros, hein, parce que ta pièce d'identité, elle dit une chose, mais en gros, tout le reste de ta vie va dire autre chose, hein. Et donc, les gens qui maintiennent les exchanges, hein, ils sont pas idiots, hein. Ils vont regarder ta pièce d'identité, mais ils vont aussi regarder ton adresse, la preuve de domicile que tu vas pouvoir faire, hein, parce qu'il va falloir prouver l'endroit où tu habites. Ah, c'est terrible, hein, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, hein. Il faut tout prouver,
hein, et n'importe qui a accès à des fuites de données peut le faire à ta place en plus. Hein. Donc c'est vraiment n'importe quoi en vrai. Quand il pense, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu dois avoir prouvé ton pays de résidence, parfois même ta résidence fiscale, hein, tes moyens de paiement, les connexions que tu utilises, les banques que tu as, etc. Voilà. Ça peut aller très loin le KYC. Hein. Je sais que certains chez Binance en ont chié grave, hein, pour faire leur KYC, en particulier pour faire des retraits de fonds. Donc oui, Palo ID peut parfois aider à passer un KYC, mais Palo ID ne va pas te transformer de résident français en résident non européen. Quel dommage. Et c'est ça un peu le cœur du problème, hein, c'est que Mika bloque pas que la nationalité. Mika, il bloque aussi l'accès à des prestataires non autorisés aux clients européens. Hein. Donc si tu utilises une autre pièce d'identité, même si tu as une autre pièce d'identité, je sais pas, moi, tu as une double nationalité ou un truc comme ça, et ben, si tu es résident européen, tu restes un client européen et donc tu seras bloqué. Hein, voilà, donc si l'exchange n'a pas le droit de servir de client européen, bah, ça ne règle rien. Hein, donc c'est le cas, par exemple, c'est le cas que tu vas avoir sur Binance aujourd'hui. Hein, donc Binance aujourd'hui, c'est parfaitement vérifier les utilisateurs. Hein, et donc le problème, enfin Binance et la majorité des gros exchanges. Hein, donc le problème, c'est que l'Europe impose maintenant une autorisation MiCA, donc pour nous servir, hein, nous les clients européens. Et donc sans cette autorisation, bah, un prestataire crypto, il est obligé d'arrêter ou il doit limiter. Bon, en gros, quand on dit qu'il doit limiter, il doit arrêter, quoi. En gros, tu as juste le droit de faire un retrait, quoi. Donc c'est pas le problème, hein, c'est pas comment je fais pour accéder au site de Binance. Le problème, c'est que Binance a légalement pas le droit de te fournir des services si tu es européen. Donc là déjà, Palo ID, ça marche pas. Utiliser un VPN, ça ne fonctionne pas. Utiliser parce que les IP de sortie sont connus, hein, les IP de sortie des VPN. Hein. Utiliser une résidence numérique ailleurs, ça ne fonctionne pas. En vrai, ça va pas changer le fond du dossier. Tu risques d'avoir tes coins ou ton compte qui risque de se faire geler, quoi. Donc là, les gars, on n'est pas sur un blocage technique, hein, on est sur un blocage qui est réglementaire et qui va utiliser une panoplie extrêmement variée de techniques justement pour te bloquer, hein, pour te bloquer l'accès. Je vais prendre une analogie très simple, hein, pour que tu comprennes. Hein. Aujourd'hui, tu peux toujours ouvrir la porte, hein, c'est-à-dire tu peux toujours aller sur le site de Binance, mais l'entreprise derrière n'a plus le droit de te vendre le service. Et en fait, c'est assez grave, hein, parce qu'à partir du moment où c'est pas un problème technique mais juridique, ça veut dire que tu peux changer d'IP, tu peux voyager, etc., utiliser même une carte exotique, tu peux même aller vivre dans un autre pays, etc. Le fait que tu sois résident européen, c'est ton statut réel et ça va te suivre partout. Et donc, en clair, tu pourras toujours pas utiliser Binance. Et donc, on arrive au vrai sujet, hein, c'est-à-dire que Binance qui est MiCA qui officiellement est là pour protéger les investisseurs, hein, éviter donc les plateformes douteuses, tu sais, tout ce qui est à poser des règles de gouvernance, protéger les fonds des clients, hein, lutter contre le blanchiment d'argent, le terrorisme, et oui, vous êtes tous des terroristes, vous blanchissez tous de l'argent, hein, encadrer des stablecoins, l'encadrement des stablecoins, en gros, ça veut dire la destruction des stablecoins, puisqu'on n'a même plus le droit d'utiliser l'USDT, hein, c'est quand même un monde. Hein. Éviter à nouveau FTX, oh là là, quel grand drame ce FTX, hein. Et voilà, tout ça pour te protéger. Donc sur le papier, on est tous d'accord, il faut protéger les utilisateurs. Voilà. Le problème, c'est que dans la pratique, cette protection, c'est principalement une restriction massive de liberté. Hein. Pas parce que l'Europe, si tu veux, l'Europe, elle ne dit pas seulement « attention, c'est une plateforme risquée ». Elle va t'infantiliser et elle va te dire si cette plateforme, en gros, elle ne rentre pas dans notre cadre légal, tu n'as plus le droit d'y accéder comme avant. Donc là, c'est vraiment de l'infantilisation totale. Et donc, on est sur une logique qui est différente. Hein. On n'est pas sur l'Europe va te prévenir que tel exchange pourrait être risqué. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Hein. On n'est plus dans une information du consommateur. On est dans une sélection administrative des différents rails financiers auxquels tu as le droit d'accéder. Et c'est une différence énorme en vrai. Hein, parce que la liberté financière, c'est pas juste le fait de posséder du Bitcoin dans un wallet. Hein. La liberté financière, c'est de pouvoir choisir ses intermédiaires, le niveau de risque auquel tu as envie de t'exposer, hein, l'accès aussi à la liquidité mondiale, le fait d'utiliser des plateformes plus profondes, hein, pour accéder à des paires, par exemple, qui sont disponibles, auxquelles aujourd'hui on n'a plus accès.
hein. Pouvoir sortir, par exemple, du système bancaire classique, ça fait partie de la liberté financière. Ne pas être enfermé, par exemple, dans une liste blanche qui a été décidée par une administration X ou Y, hein. Alors la façon de procéder, elle est particulièrement vicieuse, hein, parce qu'en fait, Mika ne va pas confisquer tes cryptos, hein. Il va pas te dire, bah, la crypto, c'est interdit. Mika, il va te dire quel intermédiaire tu as le droit d'utiliser. C'est politique en vrai, hein. Alors on peut comprendre, hein, pourquoi l'Europe fait ça, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu FTX, Celsius, BlockFi, il y a eu Terra Luna, voilà, il y a eu toutes sortes de faillites, de hacks. Il y en a tous les jours des hacks, hein, voilà. Donc ça rend évidemment toutes les promesses de rendement un petit peu absurdes, hein, quelque part dans la crypto. Même si il y a quand même des systèmes qui fonctionnent très bien, sinon les gens ne le feraient pas, hein. Voilà, il y a des plateformes opaques, tu vois. Enfin voilà, bon, c'est la crypto, quoi, hein, c'est comme ça, hein. Et le milieu bancaire est pas mieux, hein, en vrai, hein. Mais comme souvent, on passe d'un problème qui est réel à une solution qui devient une solution qui est proposée par l'Europe, hein, qui est extrêmement centralisée, hein. On va pas dire par exemple aux citoyens, voilà, ça c'est les risques, ça c'est les garanties que tu as. Maintenant, tu es adulte, tu choisis, hein, si tu veux t'exposer à ce truc-là. C'est ton problème, c'est pas le nôtre. Là, l'Europe, elle nous dit, on va choisir des plateformes qui sont acceptables pour toi. Voilà, hein, et fin de la discussion. Donc en gros, t'es un gamin, quoi, hein. On va te dire, non, non, tu fais pas ça, petit. Tu vas aller là. D'accord? T'as compris, hein, tu vas aller là. Hein, parce que si tu es capable d'acheter des actions, hein, des ETF, des obligations, toutes sortes de produits structurés, y compris des produits financiers toxiques, hein, tu peux acheter de l'immobilier à crédit, hein, tu peux même faire de multiples crédits, hein, tu peux créer une entreprise qui quand même, créer une entreprise, ça peut représenter un risque assez important quand même pour tes avoirs et pour ton portefeuille, hein. Si ça ne fonctionne pas derrière, hein, il y a énormément de frais. Voilà. Est-ce que tu as le droit de faire tout ça, mais par contre, tu as pas le droit de choisir ta plateforme pour acheter du Bitcoin? En gros, on a envie de te dire, hein, moi je préfère utiliser tel ou tel exchange, je connais les risques, c'est bon, je les assume, quoi. Là, voilà, tu agis en adulte, quoi. Là, on te dit, non, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on a d'un côté, si tu veux, une vision européenne, hein, qui consiste à protéger, à avoir une certaine conformité, une régulation, une stabilité et un contrôle, hein. Et puis d'un autre côté, tu as la vision de Bitcoin, qui est la souveraineté individuelle, hein, la responsabilité personnelle, le fait de garder toi-même tes coins, la résistance du coup à la censure, c'est un agent neutre, hein, Bitcoin quelque part, hein, avec un accès qui est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et donc là, on a vraiment deux visions qui sont complètement opposées. On a l'Europe qui nous dit « Faites confiance aux acteurs que nous, on a validés ». Et d'un autre côté, on a Bitcoin qui te dit « Sois ta propre banque ». Et là, on est vraiment dans un moment qui est important parce que Bitcoin n'est pas interdit, mais les portes d'entrée et de sortie sont contrôlées. Et ça, c'est vraiment un problème qui est fondamental. Il faut bien comprendre que de devoir faire un KYC partout, c'est pénible déjà. Et puis, avec toutes les fuites de données et tous les trucs qu'il y a eu, c'est catastrophique en vrai, hein, pour l'utilisateur final. On n'est pas protégé, on est carrément écrasé, on est dans un sandwich, quoi. On a d'un côté des règles réglementaires qui nous écrasent, et de l'autre côté, on a les brigands, hein, qui volent notre identité, qui nous écrasent aussi. Donc au final, les victimes dans l'histoire, on est victime de la partie administrative, hein, administration, régulation, et on est victime aussi des truands. Du coup, il faut bien comprendre que acheter du Bitcoin sans faire de KYC, ça ne veut pas dire que tu fraudes, que tu blanchis de l'argent ou que tu caches de l'argent ou je ne sais pas quoi, hein. C'est un droit fondamental, hein. Ce n'est pas illégal de faire quelque chose sans KYC. Alors les solutions, évidemment, c'est le self-custody, hein, c'est la base absolue, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir ton propre wallet que tu peux mettre en banque si tu le souhaites, hein. Hein, ça permet d'éviter d'aller te faire percer les genoux pour rien, hein, mais voilà. Mais en gros, voilà. Ensuite, la deuxième solution, c'est tout ce qui est les exchanges en peer-to-peer, hein. Voilà, il y a Bisq, il y en a d'autres, hein. Voilà, t'as qu'à chercher sur Internet, hein, tu trouveras. Il y a toutes sortes de possibilités qui permettent de faire des échanges aujourd'hui sans utiliser de KYC. Je te rappelle que ce sont des formes d'échanges qui sont légales. Hein, tu as le droit de faire un échange. À partir du moment où tu déclares aux impôts ce que tu as gagné en termes de plus-value, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas utiliser Bisq, par exemple. Hein, c'est une application open source de peer-to-peer qui permet d'acheter et de vendre
du Bitcoin contre des monnaies fiat, par exemple, sans avoir de KYC, sans inscription classique. Alors, c'est plus lent, hein, c'est pas hyper liquide, c'est un peu chiant à utiliser, je pense. Hein. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé, mais voilà. En tout cas, c'est une des approches. Il y a aussi Robosat, qui a une autre approche qui est plutôt orientée Bitcoin et Lightning, tu vois, avec une logique assez privée, hein, qui fonctionne via Tor et des avatars temporaires. Voilà, c'est intéressant pour des petits montants, tu vois, pour une petite expérience. Il y a Pitch Bitcoin aussi. Voilà, il y a Hodl. Voilà, bon, bah, on va pas faire la liste, hein, voilà. Mais attention, hein, au pire tout pire, hein, ça demande quand même un minimum de discipline. Hein. Il faut vérifier la réputation des vendeurs, comprendre les frais si tu vas acheter du Bitcoin là-dessus, accepter une prime de prix. Hein. Éviter aussi des moyens de paiement réversibles. Voilà, il y a toutes sortes de choses auxquelles il faut faire attention. Et toujours, hein, ne crois pas que tu es invincible, hein, tout le monde peut se tromper. Donc voilà, il faut faire attention. Et puis une des dernières solutions, hein, pour avoir de la crypto sans KYC, eh ben, c'est le mining, les gars. Hein. Bah oui, c'est le mining. Le mining, c'est une façon de minter des coins sans faire de KYC. Hein. C'est des coins qu'on appelle des coins vierges. Hein. C'était Florent à l'époque qui m'avait parlé de ça, hein, quand on était sur son Discord, là, je ne sais plus comment il s'appelait, son Discord, et il m'avait parlé des coins vierges, hein, qui avaient une certaine valeur, hein, en théorie, c'est des coins qui ont plus de valeur, hein, que les coins normaux, puisqu'ils ne sont pas traçables. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné, et je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!